Connaissez-vous le royaume du Ouagadougou, l'empire du Mali ou encore la reine Ablaboko? Les contes du Petit Griot vous invitent à découvrir les légendes africaines au travers d'un récit revisité entre mythe et réalité. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de Dinga Cissé. Il fut un temps, un homme se présenta aux portes de la ville de Louti. L'étranger ne ressemblait pas à un simple voyageur, et lorsqu'on lui demandait d'où il venait, il disait simplement qu'il faisait partie d'une tribu nomade. En réalité, cet homme s'appelait Dinga. Il était le puissant chef des Soninké. Les traits de son visage étaient fermes et déterminés. Sa peau était noire, légèrement cuivrée. Il marchait à l'aide d'un long bâton solide en bois de cor, sabre à la ceinture, un bandeau à franges blanc couvrait sa tête. Suite à la mort de sa mère, il avait décidé de guider son peuple vers de nouvelles terres. C'était un homme de nature active et curieuse, mais insatisfait de son statut social dans sa région d'origine. Il voyagea accompagné de Dumba, son habile forgeron, et Gwendouman, son gesser et archer, qui avaient pour vocation d'exalter les hauts faits de leurs aventures. Ensemble, ils se dirigèrent vers Louti, car on y racontait qu'un féticheur vivait là-bas, capable d'enseigner le rituel de la pluie à Dinga. En arrivant à Louti, il y avait un panneau avec inscrit dessus « Maison du féticheur », suivi d'une flèche indiquant un chemin parsemé de statuettes. Au bout de ce chemin se trouvait une clairière, au fond de laquelle un grand arbre, qui au pied duquel reposait le féticheur. L'homme assoupi lui demanda ce qu'il venait chercher. Dinga lui répondit qu'il souhaitait apprendre le pouvoir de la pluie. L'homme partit alors dans sa case se munir d'une louche d'un bois précieux orné d'inscriptions. « Je peux te proposer ceci, lui fit-il. Mais sache que tu devras apprendre à manier cet objet rituel afin de maîtriser le pouvoir de la pluie. » Ce que Dinga acquiesça. Le vieil homme lui demanda alors de faire des offrandes pour les esprits. Quand les offrandes furent faites, il se déshabilla et se mit à chanter en tenant la louche de cuivre. Bien que Dinga avait vécu de nombreuses aventures, il fut quand même surpris de la situation. Il remarqua que le vieil homme nu, qui s'agitait et dansait comme une noix de cola, avait un gros nombril. Il se mit alors à fixer cette partie du corps. En fixant cette partie protubérante du corps de l'homme, Dinga se mit soudain à trembler, puis se trémousser de manière frénétique. Chaque pas et mouvement du féticheur le firent basculer dans une transe profonde et incontrôlable. Au bout d'un instant qui semblait une éternité, les deux danseurs faisaient mine de puiser de l'eau avec une louche. La danse rituelle se poursuivit jusqu'à tard. À la nuit tombée, un petit chien qui ressemblait à un renard vint réveiller Dinga, avec la louche ornée d'inscriptions dans la gueule. Le féticheur aida Dinga à se remettre de ses émotions. En faisant, il remarqua que son hôte portait une amulette fissurée. En effet, Dinga lui avoua que ce bijou, autrefois protecteur, appartenait à sa mère, mais qu'il avait perdu de ses propriétés. Le féticheur lui proposa de changer la pierre cassée par un œil de tigre plus puissant, ce que Dinga approuva. Lorsque les trois compagnons voulurent partir, le petit chien ne les lâchait plus. Le vieil homme dit alors « Dinga, comme tu as été très généreux envers les anciens, grâce à tes offrandes et au don de ton corps, ils souhaitent te remercier. Prends donc avec toi ce petit chien qui t'aidera dans ton périple. » En possession de la louche
de l'amulette et du petit chien qu'il baptisa Gros Nombril, Dinga et ses compagnons se sentaient maintenant prêts à quitter la ville. En quittant la ville de Louti, les compagnons se dirigèrent vers le Nil. Douma le forgeron y construisit des embarcations faites de branches séchées qu'on avait l'habitude d'assembler pour faire des ponts flottants et des radeaux. Ils partirent ensuite vers l'ouest africain, traversant le désert sous toutes ses coutures, arides, venteuses et même fleuries. Un jour, ils arrivèrent près d'un lieu qui s'appelait la mare des gros crapauds. Une tribu semblait y avoir élu domicile. À leur approche, la tribu ne fit ni signe de paix ou d'hostilité. Dinga s'arrêta pour demander s'ils étaient alliés ou bien ennemis. De nouveau, seul le silence lui répondit. Alors il s'avança au plus près du rassemblement, quand un homme élancé lui barra la route. Aussitôt, Gwendouman tendit la corde de son arc, prêt à tirer sur l'homme. Mais la main levée de Dinga l'en dissuada, car Dinga souhaitait d'abord comprendre avant d'agir. L'homme qui lui barra la route le provoqua alors, l'incitant au duel, ce que Dinga accepta. Le chef qui était Dinga n'était pas à son premier duel, et une fois de plus, il allait montrer sa supériorité guerrière. L'homme face à lui était grand et élancé, et il maniait une hache. Dinga, lui, était puissant et vif, et maniait un sabre comme personne. Tout d'abord, les deux hommes, au milieu du cercle qui s'était formé, se tournaient autour, comme pour se jauger. Quelques coups dans le vent, et soudain, le plus grand poussa un cri et chargea. Bien campé sur ses appuis, Dinga esquiva le premier coup de hache en gardant de la distance, puis le second et enfin para le troisième. La puissance du choc le fit tressaillir. Il savait qu'il ne pourrait pas parer tous les assauts. Il sortit de la longe du guerrier de manière à mieux anticiper et essouffler son adversaire. Sa stratégie prit enfin effet lorsque la hache de l'assaillant sembla bien plus lourde que son sabre. Dinga esquiva de justesse une puissante attaque qui faillit le blesser mortellement et s'engouffra dans la faille pour briser la garde d'un coup d'épaule qui fit trébucher l'adversaire. De là, un coup de sabre net finit d'imposer la supériorité de Dinga. Nul autre n'osa s'opposer à lui ce jour-ci. De nouveaux alliés rejoignirent ses rangs. Avec les années, Dinga avait cumulé savoir, puissance et richesse. Il avait développé de nombreux dons et compétences qui sortaient du commun des mortels. Victorieux à Daguerre et Sambaga par le sabre et la flèche, il était devenu le maître de nombreux lieux-dits. Tetenkemetu, Mamadjouné, tous ces noms qu'il avait traversés en revenant du Sahel. Habituellement, il portait un bandeau de coton blanc noué. Pour la guerre, il portait le rouge, pour la prêtrise et l'autorité l'ocre clair, et lors des chasses et rituels, il revêtait un bandeau noir. Sa principale amulette protectrice était insérée dans le nœud de la bande placée sur son front. On lui avait fabriqué un bâton en bois pour les rituels qui lui servait aussi à ouvrir les passages en mer ou dans les fleuves. Suite à sa rencontre avec le féticheur, il avait développé des capacités divinatoires et facultés de rêve prémonitoire. Il effectuait aussi plusieurs rites qu'il pratiquait totalement nu. L'un appelait la pluie, l'autre appelait la foudre à s'abattre sur les injustes ou de manière protectrice. En effet, lorsque la foudre s'abattait dans la brousse, la pierre qu'elle avait frappée servait ensuite à protéger les habitations contre la foudre. Il avait accumulé suffisamment de victoires pour qu'une troupe de cavaliers l'accompagne lors de ses aventures. En tête de son cortège d'expédition se trouvait Sitouro, et en queue, Yaba. Ces deux anciens esclaves s'étaient autrefois battus contre Dinga, mais Dinga leur proposa gracieusement de le rejoindre. Les Soninké étaient passés maîtres dans l'art de la métallurgie. Ces connaissances, ils les mirent à profit pour conclure des pactes avec les populations locales qu'ils appelaient Kakolo. Ils les protégeaient, en échange de quoi les Kakolo entretenaient leurs armes, armures et montures.
De toutes ses conquêtes, son seul regret était son mariage. Bien que Dinga était marié à Fatou Ganessi, une belle femme à la peau claire depuis plus de 20 ans, il n'était pas né noble, et bien qu'ayant eu de nombreux enfants avec elle, son mariage considéré comme métis ne pouvait donner suite à une succession. Un jour, Dinga vit en rêve son destin. Il lui indiquait d'aller près d'un puits, à Dalangoumbé. Il transmit alors la vision à la hyène et aux vautours qui le guidèrent vers le rituel pour accomplir ses rêves. Dinga était proche de la hyène et du vautour qui lui servaient de guide spirituel. Il avait une cigogne qui annonçait la pluie, un colibri qui annonçait l'orage, un petit bélier qui, lors des cérémonies, tremblait lorsqu'un individu lui voulait du mal, et bien sûr, Gros Nombril, son petit chien, qui s'apparentait au renard. Il communiquait souvent avec ces animaux, et surtout avec son petit chien Gros Nombril. De ce fait, chez les Soninké, le chien était un animal sacré. Il était interdit de les tuer ou de les manger. Il était interdit pour un Soninké de se marier avec une ethnie ou une tribu qui consommait du chien ou les sacrifiait. Lorsque Gros Nombril apercevait Dinga en danger, il devait lui porter secours, sans quoi il mourrait. Lorsque Dinga apercevait Gros Nombril en danger, il devait lui porter secours, sans quoi Dinga pouvait mourir. Après de longues heures de marche, précédés de la hyène et du vautour, ils s'arrêtèrent près d'un puits aux alentours de Diagaba. C'est alors qu'une femme génie dénommée Fatou Gané se présenta à eux. Elle demanda à Dinga s'il voulait bien faire perdurer son culte en échange d'un service. Elle lui raconta qu'un esprit maléfique l'empêchait d'accéder à un puits, et s'il s'en débarrassait, il serait très bien récompensé. Dinga se dirigea près du lieu que lui avait indiqué la génie, qui se trouvait aux abords d'un gouffre très profond. Celui-ci était couvert de végétation et des hyènes y vivaient. De là, il y passa la journée. En marchant aux alentours, il y vit un puits. En s'approchant du puits, il vit un homme qui semblait attaché au puits. Il lui demanda s'il pouvait puiser de l'eau pour donner à boire à son cheval. L'homme refusa et lui dit « Cheval, homme, peu m'importe. Vous méritez pas de boire dans ce puits, alors partez. » Dinga le gifla, et soudain, il fut pris d'une paralysie au bras. Il lui hurla dessus, mais au lieu de quoi un grésillement sortit de sa bouche. Quand il comprit que l'esclave était victime d'un puissant maléfice, il se tourna vers ses compagnons. Le forgeron intervint, mais il fut, ainsi que Dinga, frappé d'une surdité. Gros Nombril aussitôt attrapa une petite jarre par la anse pour y plonger les doigts de Dinga. Dinga y trempa la main jusqu'au poignet et ses bras retrouvèrent leur force. Puis s'aspergea le visage pour recouvrer la vue et enfin les oreilles pour entendre de nouveau. Il fixa son bandeau blanc orné de l'amulettes de sa mère sur son visage, à la suite de quoi il ordonna au démon de se montrer. Ne pouvant résister à la tentation d'une nouvelle victime, l'esprit maléfique sortit du corps de l'homme et jeta les pires peurs du monde sur l'esprit de Dinga. Mais, avec l'amulette sur le front, plus rien n'affectait Dinga, et le démon se vit ensevelir sous terre, hanté par ses propres peurs. À la suite de cette rencontre, Dinga et ses compagnons se dirigèrent à Dalagoumbé afin d'accomplir un rituel. Là-bas, les 7 jarres rouges furent placées autour des 3 jarres principales. Elles étaient installées sous un auvent au pied de la colline de Dalagoumbé. Dinga avait accumulé 7 jarres, dont 3 principales. La première contenait des parcelles de toutes les matières imaginables, comme un condensé de l'univers matériel. La seconde, un condensé de matériaux similaires, mais placé dans de l'eau.
Elle servait au rite de la pluie. La troisième contenait l'eau de la source de nombreux cours d'eau du Sahel. Dinga y puisait de l'eau pour pratiquer son rituel du lavement. Il fallait 3 invocations pour effectuer le rituel. Chacune d'entre elles consiste à prier, parler pour appeler et bloquer le vent, puis faire venir la pluie. Lorsque les rituels furent accomplis, Dinga et ses compagnons retournèrent voir Fatungani. La femme génie fut satisfaite de voir un homme capable de vaincre de puissants esprits. Dinga se vit offrir les 3 plus belles femmes qu'il n'avait pu voir auparavant, et il les épousa toutes les 3. À la suite de quoi, Dinga retourna dans la ville de Suna. Il eut plusieurs enfants, et il eut cette fois-ci une belle descendance. Le récit du petit griot touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez envie de découvrir les autres. À bientôt pour une nouvelle aventure.